Comment se fait-il que vous n'ayez rien écrit sur le Darfour, a-t-elle insisté. J'aime bien réaliser des interviews, mais je n'aime pas la suite. C'est-à-dire, je n'aime pas monter au créneau. Quel mal y aurait-il à monter au créneau si la cause le mérite? Je me méfie des débats. Mais les débats font partie de la vie, non? Pensez à Albert Camus. Que deviendrait l'humanisme sans la possibilité de combattre? On voit que vous n'êtes jamais tombé entre les griffes des humanistes. Les hommes de bonne volonté sont effrayants. Ils peuvent vous détruire en un rien de temps. Elle a trouvé ça drôle. Bonjour David, merci de nous ouvrir ta tête d'artiste pour la sortie de Ta femme me trompe dans la collection de l'infini chez Gallimard. Donc, ton roman traite d'un moment de vie d'un journaliste vedette de la presse écrite. Peux-tu nous dresser son portrait et nous évoquer son aventure? Oui, c'est un journaliste qui a plutôt enquêté sur des faits de guerre. C'est un reporter de guerre qui prend un peu du repos, du bon temps et qui se trouve être engagé sur un sujet bien différent puisqu'il s'agit de faire le portrait d'une actrice aux mœurs légères pour un supplément féminin de son journal. Et donc il est sur un contexte très différent et il part à Rome et le roman commence à ce moment-là. Donc c'est plutôt un journaliste qui est passé par des expériences difficiles et qui prend du bon temps. Et ton personnage semble glisser sur les choses de la vie et tu traites ce qui lui arrive de manière concise, sans vraiment nous emmener au plus profond de ce qu'il ressent. Qu'est-ce que tu voulais montrer en écrivant de la sorte et voilà, avec des chapitres d'une page, avec une grande brièveté? Voilà, c'est vraiment pour évoquer notre époque ou... Alors, je crois que évoquer notre époque, certainement, c'est un livre qui a cette intention. Mais par contre, ce que tu touches est très juste par rapport à mon travail d'écrivain, c'est-à-dire que j'essaye au maximum d'échapper à la psychologie. J'aime pas beaucoup la psychologie dans la vie, et je l'aime pas beaucoup dans la littérature non plus, et je pense qu'on peut raconter des histoires sans que la question de savoir ce que les personnages ressentent soit véritablement le point central. Donc c'est un roman où il y a peu de psychologie, pas mal de rebondissements et d'actions, mais où l'effet de profondeur et d'auto-analyse et d'autofiction est tout à fait annulé. C'est pas ce qui m'intéressait. Donc ça fait appel aussi à deux autres genres littéraires qui semblent te plaire, du coup, le vaudeville et la comédie italienne. Tu peux nous en parler? Ah oui, alors absolument, parce que c'est un livre écrit sur un rythme que j'ai voulu rapide. Bon, c'est un sujet qu'on peut, si tu veux, c'est un sujet grave, puisque c'est le malentendu sexuel entre les hommes et les femmes. Alors on peut traiter ce sujet de 1000 manières, et très nombreuses sont tout à fait légitimes. Mais en tout cas, mon parti pris à moi, ça a été de le traiter sous le mode comique, ça c'est sûr. J'ai pas voulu entrer dans la plainte ou la complainte ou la rumination des difficultés d'être, etc., qu'elles soient féminines ou masculines. Et j'ai plutôt essayé de faire ressortir ce qui, dans ce malentendu sexuel entre les hommes et les femmes, comporte, enfin, ce qu'il y a de comique dans ce malentendu. Donc j'ai pris un genre, enfin j'ai rendu hommage à un genre qui est le vaudeville, puisque c'est construit sous la forme d'un triangle assez classique, le mari, la femme, l'amant. Et pas de placard. Et pas de placard. Il y a un coma. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de placard, mais il y a une situation qui est très caricaturale. Et je voulais appuyer sur la caricature pour essayer de trouver des effets comiques qui nous débarrassent de la psychologie. C'était encore une fois un de mes buts, vraiment. Et du coup, tu parlais donc du triangle amoureux, de la théorie. Tu peux nous expliquer la théorie de l'amour du narrateur avec les zeugmas et les synecdotes? Je ne peux pas l'expliquer parce que je ne la comprends pas moi-même. Voilà, justement, j'allais te demander, est-ce que tu t'inscris aussi dans cette théorie? Non, moi, pas du tout. C'est vraiment le narrateur. Mais je pense que c'est un des moments comiques du roman lorsqu'il essaye de pointer du doigt, comme l'ont fait des millions de personnes avant lui, d'essayer de typifier la différence entre l'homme et la femme. Et lui, au lieu de le faire sous un mode psychanalytique ou sous un mode sociologique, il le fait sous un mode rhétorique. C'est-à-dire qu'il pense que la sexualité féminine dépend d'un certain type de trope, une certaine figure de style, qui est de prendre la partie pour le tout,
Par exemple, les mains d'un homme qu'on l'on aime représentent l'ensemble de la personne, alors que l'homme fonctionne suivant un autre mode de style et il en tire des conséquences assez loufoques. Et je pense qu'il ne faut pas trop le prendre au sérieux. Je pense qu'il faut vraiment se laisser emporter par la folie du narrateur sans chercher trop de choses sérieuses ou trop d'interprétations. C'est-à-dire, voilà, c'était toi qui n'aimes pas forcément la psychologie, d'inscrire une théorie amoureuse dans les figures de style. J'ai trouvé ça du coup amusant de créer ce parallèle entre un zeugma et d'accoler une bite contre une bouche. Bon, alors c'est très bien. Zeugma, c'est quoi? C'est d'accoler deux choses qui ne devraient pas être ensemble théoriquement. Et je pense que ça, c'est une des, disons que c'est une des manières d'interpréter le plaisir masculin. Ouais. Voilà. Très bien. Donc toi, tu ne t'inscris pas du tout dans cette théorie plus classique dans ton approche amoureuse aujourd'hui? Écoute, non. Je pense que, en fait, je m'ennuie beaucoup en lisant des romans psychologiques et notamment sur la difficulté d'être, etc. Et je voulais vraiment me débarrasser de cette approche-là. Mais je dois te dire que les circonstances de ce livre sont assez comiques elles-mêmes parce que c'est un livre que j'ai écrit pour mes amis en fait. J'ai un très bon ami qui s'appelle Marc Potrel et qui tous les ans fait quelque chose que je trouve délicieux, qui consiste à écrire un petit texte, une petite nouvelle, qu'il imprime lui-même et qu'il envoie à une trentaine d'amis. Ouais. Et je trouvais ça comme Boris Vian le faisait en vacances, il écrivait une nouvelle pour ses amis en vacances. Ah ben je ne savais pas. Bah, en tout cas c'est une magnifique tradition et je me suis dit tiens je vais faire pareil. Et donc je l'ai envoyé aux amis et puis un de ses amis m'a dit non mais il faut absolument que tu le publies. Donc je l'ai publié. Mais c'est en tout cas quelque chose qui a cette intention-là, c'est-à-dire de faire rire des personnes voilà, qui vous sont proches, que vous aimez profondément. Ça, on va y revenir sur l'édition, sur la manière de travailler. Déjà, peux-tu nous... Il y a un point qui m'a surpris dans le roman, c'est que tu expliques que tu exècres la publicité, voilà, tu ne peux pas te faire de publicité sur quoi que ce soit. Malgré tout, tu cites quand même un moteur de recherche célèbre, voilà, on sait très bien lequel ça va être sur Internet. Donc tu dis 2 fois exécuter la pub, et à la fin du livre, dans les dernières pages, tu parles d'un maillot de bain Adidas. Voilà, moi je le cite, je n'allais pas dire la marque aux 3 bandes, quel est ton point de vue sur la publicité du coup alors, pourquoi un revirement comme ça final? Alors là, je dois vraiment faire le distinguo entre le personnage et l'écrivain. Oui, bien sûr. C'est le personnage qui déteste la publicité, mais parce que ce personnage, c'est un peu quelqu'un qui déteste un peu tout ce que tout le monde aime détester quand on veut paraître intelligent. Alors évidemment, taper sur la pub, c'est une des choses qui fait bien à Paris quand on veut passer pour plus intelligent que l'on est. Et alors ça fait partie des détestations d'époque. Moi je ne les partage pas, d'ailleurs je m'en fiche en fait, c'est pas que je sois pour ou contre, je m'en fiche, c'est pas mon souci, mais c'est le souci du narrateur. À un moment donné, et alors tu vas me dire, mais alors pourquoi citer Adidas? Parce que en fait celui qui cite Adidas, parce que je trouvais ça drôle, un slip Adidas avec les 3 bandes, c'est l'écrivain pour le coup, mais ça c'est plutôt comment décrire une situation un peu ridicule. Donc l'écrivain c'est dans le dernier chapitre, le moment où on est détaché du coup du narrateur. Enfin j'en dis pas plus. Wow. Ça n'en coûte pas grand-chose. Oui, voilà, exactement. Je pense que si on écrit les 3 bandes du slip, bon. Voilà. Mais le truc, c'est que il y a une différence, si tu veux, entre la position anti-pub, un peu critique sociale comme ça du narrateur, et puis cette description d'un slip de bain qu'il a et le fait d'un écrivain là pour le coup. Tu vois. Donc là, il faut vraiment faire le distinguo entre le personnage et l'écrivain. Alors on va passer à une petite série de questions à destination des jeunes auteurs, voilà, et du public aussi, ça peut forcément intéresser. Donc pour écrire un roman, l'auteur Jean-Paul Dubois nous dit écrire 10 heures par jour pendant 30 jours, et si c'est pas suffisant, il y a ça le mois suivant. Voilà, en fait il écrit normalement 10 pages par jour pendant 30 jours. Il a 300 pages à la fin. Voilà. Et il remet ça. Mais il n'écrit pas de l'année et il ne lit pas de l'année non plus. Il se met, voilà. Donc, il vit et ensuite il écrit. Donc, quelle est ton approche du coup de l'écriture et comment mets-tu en place ton roman? Je trouve que c'est très intéressant cette approche comme ça très, très rigoureuse. Je dois dire que j'appartiens aussi à cette école du rythme et de la rigueur et du planning. Bon, j'étais danseur à l'opéra et j'ai vraiment l'habitude de travailler
régulièrement à la barre, comme on dirait. Alors moi j'écris bien le matin, donc je me lève, j'écris, mais par contre je ne chronomètre pas, c'est-à-dire je sais que j'écris aux alentours de 4-5 heures, ça peut être beaucoup plus, mais j'ai aucune espèce d'obligation. La seule question qui se pose pour un écrivain, c'est de trouver le temps d'écrire 4-5 heures dans une semaine, ou régulièrement, ou tous les jours. Là, c'est merveilleux. Ça marche quand on a un contrat d'édition qui court sur 4-5 ans. Oui, où on a un travail qui se prête bien à ce genre de planning. Moi, ça n'a jamais été que ça mon souci, parce que sinon, écrire est quelque chose qui m'est très très naturel. J'écris tout le temps et c'est vraiment un acte qui m'est aussi important que de respirer et ça ne me demande aucun effort particulier. Le seul effort, c'est de trouver vraiment le temps. Donc, au niveau de ton contrat d'édition, est-ce que toi qui as écrit quasiment l'intégralité de tes ouvrages chez l'Infini de Gallimard, comment ça fonctionne ? ta relation avec ton... De la façon la plus ouverte, moi j'ai envoyé mon manuscrit par la poste et c'est comme ça que le premier a été publié. Et le contrat tacite que j'ai avec mon éditeur, en l'occurrence Philippe Soler, c'est de lui envoyer un texte lorsqu'il est prêt. Aussi simplement que ça. Donc j'ai pas de commande antérieure à la rédaction du livre. J'écris le livre, si je n'écris pas le livre pendant 3 ans, voilà, il n'y a aucun problème. Et lorsque j'ai un travail prêt, alors je l'apporte. Et bon, en général, ça passe. Justement, à quel moment sais-tu qu'une histoire que tu narres est prête, est finie, complète ? Comment le sais-tu ? Écoute, ça, moi ça fait 20 ans que j'écris, donc ça a beaucoup évolué. Au départ, j'écrivais lorsque je ne pouvais plus ne pas avoir un récit complet. Lorsque je ne pouvais plus ne pas avoir un objet, c'était quelque chose comme d'absolument nécessaire. Mais c'était un peu indépendant du contenu du livre. Maintenant, c'est vraiment fonction du contenu du livre. C'est-à-dire, si l'histoire me paraît bien, si l'histoire, et indépendamment de mon envie d'écrire, si l'histoire me paraît cohérente et utile, apporter quelque chose, et ça suppose beaucoup de feuilles jetées à la poubelle et beaucoup de... Voilà, il y a cette fameuse phrase de Flaubert qu'on cite toujours, mais qui est très juste, hein, un écrivain, ça se reconnaît au nombre de pages qu'il n'a pas publiées. C'est justement ce que je veux dire sur un roman concis qui fait 130 pages et encore pas toute complète. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de travail préliminaire. Tout à fait, moi je recommence beaucoup. J'ai écrit 3-4 versions de ce texte, mais je sais qu'aujourd'hui, le facteur important, c'est l'histoire. Ce qui n'était pas le cas au début. Au début, c'était vraiment l'impossibilité de ne pas avoir un texte terminé. C'était beaucoup plus diffus, beaucoup plus nébuleux, et maintenant c'est vraiment la qualité de l'histoire. Est-ce que l'histoire est bien construite? Est-ce que ça tient debout? Et est-ce que ça apporte quelque chose? D'accord. Du coup, c'est comme ça que tu sais donc, si ton manuscrit est publiable ou non. Ce que tu disais, donc envoyer juste un manuscrit à Philippe Soler, qui ensuite tu retravailles avec lui? Non, jamais. C'est quelqu'un qui n'intervient vraiment, qui intervient très peu dans les textes. S'il accepte un texte, il respecte absolument la position de l'écrivain. Il estime qu'un écrivain assume tout ce qu'il signe et par excellence un mot ou une virgule, etc. Bon. C'est peut-être la différence entre un éditeur-auteur et un éditeur... Lui est auteur aussi, donc il aurait pu avoir cette tentation peut-être de réécrire. Bon, c'est pas son style du tout. Justement, il comprend ça, justement. Peut-être, mais tu sais, je pense que c'était pas obligatoire. Je pense qu'il aurait pu aussi, je connais aussi des amis éditeurs qui sont écrivains et qui ont une tendance à vouloir réécrire ou entrer dans une forme de partenariat avec l'auteur. Bon, je sais pas, je pense qu'il y a du bien et du mauvais dans les deux positions, mais c'est pas le cas de Solers. Ta femme me trompe est nommée au prix de Flore, donc un prix du quartier. Ouais. Qu'attends-tu de cela comme... Bon, très honnêtement, c'est chouette d'en avoir un. Je pense que c'est bon, ça fait plaisir évidemment. Mais je te dirais que c'est pas ma préoccupation. Voilà. Heureusement, parce que sinon, je pense que ma vie serait très malheureuse si j'attendais un prix pour avoir ce qu'on appelle la reconnaissance. Non, je pense que la reconnaissance, c'est quelque chose de très étrange chez un écrivain. C'est en partie, bien sûr, le fait d'être lu par des gens qu'on estime. Je pense que la plus grande reconnaissance, c'est la lettre d'un écrivain que tu aimes. Ça vaut tous les prix, je pense. Une lettre de Kundera, une lettre de Lindon, une lettre de Solers, une lettre de gens dont tu
apprécie beaucoup le travail en tant qu'écrivain, vaudra toujours tous les prix, et même si c'est 3 mots. Mais il est évident que c'est jamais désagréable de recevoir un prix et de voir que des gens aiment ton livre, et voilà. Dire, tu as déjà reçu un prix de l'Académie française. Oui, absolument, et j'étais très heureux de le recevoir. Un prix beaucoup plus confidentiel du coup. Non, l'Académie française, c'était le prix Amic, donc c'est un prix d'encouragement de jeunes auteurs en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est sur un ensemble de livres. Oui. Et ça m'a fait très très plaisir. Et puis d'ailleurs, rentrer à l'Académie française, voir cet extraordinaire cérémonial républicain, qui est aussi une histoire aristocratique très importante. C'est un moment d'histoire et c'est quelque chose qui m'a fait profondément plaisir et que j'ai beaucoup aimé. Tu t'y es senti à ta place Est-ce qu'on se sent à sa place quelque part? Je sais pas. Non, je crois qu'il y a toujours quand même un petit décalage. Je crois qu'on ne se sent jamais à sa place, même précisément quand on dit du bien de ton travail. C'est très étrange, mais c'est jamais quelque chose qu'on peut prendre comme tout à fait mérité. Il y a toujours un petit décalage. Justement, on parle donc des prix, de la consécration, tout ça. Penses-tu que la valeur d'un artiste est déterminable? Est-ce que la valeur d'un artiste est déterminable? Alors, je ne saurais pas répondre. Il y a plusieurs manières de voir la question. Comment tu comprends la valeur? Voilà, on peut l'entendre. Je la pose comme ça toujours cette question parce qu'il y a plusieurs options. Ouais. On peut voir ça de manière quantitative ou qualitative. Oui. Ben, le problème, c'est que... Justement, quand on gagne un prix, on peut ensuite vendre peut-être plus d'ouvrages. Ah, certainement, certainement. Mais est-ce que ça détermine une valeur? Et est-ce que la littérature... ça, c'est très intéressant, parce que je pense qu'on a un sentiment de la valeur d'une chose, d'une œuvre d'art. Et parfois, ce sentiment relève de l'évidence. Pourtant, il n'est pas quantifiable. Un marché s'organise autour, très bien, mais avec ses propres lois, qui sont très souvent déconnectées, comme on l'a déjà remarqué depuis très longtemps. Ce qui est très intéressant, c'est que la valeur d'un bien économique a besoin d'être quantifiée, alors que la valeur d'un bien esthétique n'a pas besoin d'être quantifiée. Et c'est peut-être ça la beauté et le secret d'une œuvre d'art, c'est que cette valeur s'impose sans qu'elle soit quantifiable. Bon, c'est comme ça que je répondrai, mais bon. C'est jouable. Ensuite, pour Proudhon, l'art est la représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes en vue d'un perfectionnement physique et moral de notre espèce. Que penses-tu de cela? Et du coup, quelle est ton idée de la création? Alors écoute, moi je fais partie de ceux qui aiment beaucoup Proudhon. Je me sens très proche d'une façon générale d'une certaine famille anarchiste. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes à voir, notamment dans le dialogue avec Karl Marx. Il y a des choses vraiment passionnantes, mais je ne serais pas d'accord avec cette phrase. D'abord, je crois que l'amélioration de l'espèce, alors ça c'est sûr, c'est pas ma préoccupation, et je pense que quand elle devient la préoccupation d'un écrivain, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose pour la littérature. L'amélioration de l'espèce, d'abord c'est beaucoup trop ambitieux. Je vois pas très bien ce qui nous autoriserait à la guider, cette espèce, au nom de quel savoir particulier on aurait à mettre en avant pour la guider vers le bien. Et donc, si tu veux, c'est une phrase qui me paraîtrait beaucoup trop ambitieuse et peut-être aussi beaucoup trop, d'une certaine manière, naïve. Je pense que ce que nous a appris au moins le XXe siècle, c'est que l'amélioration, tous ceux qui en parlent sont très très mauvais, de très mauvais prêcheurs. Et ça me laisse très très sceptique cette phrase, très sceptique. Peux-tu nous livrer ton évaluation de la place de l'artiste dans l'espace culturel? Alors écoute, l'espace culturel, je crois qu'il existe, mais il faut absolument le désociologiser et surtout le sortir de sa formulation politique type ministère de la Culture, comme si un organisme d'État était à même de définir ce qui est l'espace culturel. Je pense que l'espace culturel, c'est quelque chose qu'on porte en soi, qui est presque le trésor des individus. Il est évident que des artistes se parlent. Des artistes ne se parlent pas à la même époque. Tu peux te sentir contemporain quand tu écris un roman aujourd'hui de Molière, et c'est ça le secret et la beauté de l'art. Donc ça veut dire que l'espace culturel, il ne faut surtout pas en faire un enjeu politisé. Il faut parfois passer par le politique, il faut parfois passer par des espaces publics de ce type-là, mais il ne faut surtout pas réduire la notion d'espace culturel au champ public.
surtout pas tel qu'il est défini aujourd'hui. Alors, je pense que la place d'un artiste, elle est juste fondamentale, elle est tout à fait fondamentale, mais elle est fondamentale comme est fondamentale toute personne qui t'aide à vivre. Et d'une certaine manière, je voudrais dire que c'est pas nécessairement dans un espace que tu trouves les gens qui t'aident à vivre. C'est-à-dire que c'est pas forcément dans un espace codifié publiquement, politiquement, que tu rencontres la bonne personne. Et la bonne personne, c'est souvent en achetant un livre par hasard et en l'emportant avec soi et en le lisant, en le dévorant, que la vie est transformée. Ces transformations-là, elles sont difficilement quantifiables, elles sont difficilement politisables, mais elles existent et moi j'y crois plus que jamais. Tu crois que l'auteur ou le peintre n'est pas perdu au sein des institutions de l'espace culturel, entre éditeurs, publicitaires, promoteurs, exploitants? Justement, tu dis que sa place est fondamentale, mais est-ce qu'on ne le laisse pas finalement en marge? Alors c'est une bonne question parce qu'elle nous permet de faire boucle avec la toute première question. Ma position, et elle n'engage que moi, je ne voudrais absolument pas la généraliser. C'est ta tête d'artiste qu'on regarde aujourd'hui. Bon voilà, disons ma cohérence, c'est de penser qu'un écrivain, c'est pas quelqu'un qui se plaint. C'est un petit peu comme pour les relations amoureuses, je pense qu'on peut les décrire sans être dans la complainte. Je pense qu'un écrivain, évidemment c'est très difficile, évidemment que c'est très très difficile aujourd'hui d'écrire, d'être publié, du fait justement d'une surproduction, etc., tous les facteurs qu'on connaît bien. Mais je pense que la volonté d'écrire doit passer par un refus de la plainte. Et ce sont les données aujourd'hui. Et il faut les accepter comme telles et écrire envers et contre tout. Et surtout pas idéaliser une époque antérieure qui aurait été, je ne sais pas pour quelle raison, particulièrement bénéfique aux écrivains. Écrire est toujours un acte difficile qui se fait toujours en grande partie en marge de toutes les institutions. Et par conséquent, il n'y a pas d'époque où les choses allaient mieux, etc. Je pense qu'entre le pouvoir et la littérature, il y a toujours une opposition frontale. Bon, frontale, peut-être pas frontale, mais en tout cas réelle. Et que c'est toujours un défi complet. Donc nos paramètres ne sont pas très bons, mais ça n'empêchera pas la volonté d'écrire et ça n'empêchera pas la littérature d'exister et de se battre pour ses propres valeurs, qui ne sont pas nécessairement celles de la société d'ailleurs, qui n'ont pas nécessairement celles de l'État qui lui veut du bien. Très bien. Merci de nous avoir ouvert ta tête d'artiste et bonne continuation. Merci beaucoup. Je suis recherché par le FBI et la SPA pour acte barre.